Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire son petite interview sur ton parcours jusqu'à la création de ta structure et même depuis, comment ça se passe depuis. Merci encore une fois de nous accueillir. Et pour démarrer, est-ce que tu peux tout simplement te présenter qui tu es, ton parcours, ce que tu as fait avant en fait l'année prochaine. Moi je viens d'un bac sciences médico-sociales de base. J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale et ensuite j'ai passé mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc j'ai toujours été dans le social au final. J'ai du coup travaillé d'abord en crèche publique, j'ai fait mes premières expériences et puis ensuite je suis partie dans du privé. Financièrement, concrètement, ça paye un petit peu mieux. Enfin, ça payait un petit peu mieux à l'époque. Ça c'était avant. Ouais, voilà. Mais à mon temps, ça payait un petit peu mieux. Et puis ensuite, je voulais vraiment, en fait, de base, j'aimais bien la protection de l'enfance. Donc je suis partie dans la protection de l'enfance. J'ai travaillé en relais petite enfance, en relais enfance. De 2 mois et demi à 18 ans, c'était pour éviter que les frères soient séparés. Et puis ensuite, du coup, c'était dans la région parisienne. J'ai un petit peu voyagé. Et je suis revenue par ici. Et du coup, je me voyais pas repartir, entre guillemets, en salle. Et donc, du coup, j'ai pris un poste de direction dans un gros groupe. Dans une crèche? Voilà, dans une crèche. Une crèche de combien de personnes? Une crèche du coup de 34 berceaux. D'accord. Qui a subi une baisse d'agrément quand je suis arrivée. Donc c'était vraiment une péripétie. Cette histoire, en gros, je suis arrivée un petit peu pour virer les personnes. Parce que du coup, il y a une baisse d'agrément. Donc bon, ça, j'étais pas trop courant. Il y a mieux comme situation pour une arrivée. Voilà. Cool. Donc c'est vrai que ça a été une expérience très enrichissante malgré tout. Parce que voilà, en termes de management, j'ai appris beaucoup de choses. Mais bon, après, j'ai dit, bon, c'est tout. Moi, je ne me vois pas continuer dans ce groupe-là. Du coup, 34 enfants, c'était divisé en... Non, c'était une seule salle de... D'accord. Ouais. Il y avait quand même... Après, c'était une grande salle. C'était une grande salle. Il y avait quand même un espace quand même réservé aux plus petits. Qui, par la suite, en vue du groupe, ils voulaient que tout le monde soit ensemble. Mais au final, il y avait pas mal d'accidents. 34 enfants, c'est... Donc voilà, du coup, après, il y a eu une diminution. Mais effectivement, j'ai décidé du coup de partir. Donc j'ai travaillé toujours en direction, mais en référente technique dans une micro-crèche. Là, du coup, en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que la direction pensait qu'à l'argent. C'était une micro-crèche du coup privée, d'un gestionnaire, pas d'un grand groupe, quoi. Non, il avait 3 crèches. Ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Parce que même avec l'équipe, je pouvais pas moi manager de la façon dont elle le voulait. Donc du coup, j'ai arrêté. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc je suis tombée enceinte. Voilà, je suis tombée enceinte. Donc j'en ai profité vraiment pour me poser, savoir vraiment ce que je voulais faire. Je voulais repartir dans la protection de l'enfance parce que ça me plaisait réellement. Et puis quand on a un enfant en bas âge, c'est compliqué de retrouver dans la protection de l'enfance concrètement. Et après je me suis dit tiens, je vais ouvrir ma crèche parce qu'au final c'est vraiment le métier qui me plaît le plus. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé en septembre 2021 l'idée de créer. Et puis après j'ai commencé du coup la formation qui m'a beaucoup aidé sur les débuts, l'étude de besoins, où chercher concrètement. C'est toi du coup, t'es du coin? T'habites pas très loin d'ici? Du coup, j'habite à 10 minutes de ma crèche. Parce que je voulais vraiment rester pas très loin pour dire de pouvoir venir dès qu'il y avait un souci. C'est important pour le confort au quotidien quand on fait réunion sur la route tous les jours, clairement. C'est pas intéressant. Ça fait partie des fois, on me demande dans quelle limite on doit faire l'étude de besoin au démarrage, parce qu'on appelle l'étude de besoin simplifiée chez nous, c'est la zone de chalandise où on accepte d'aller. Concrètement, c'est aussi où on accepte d'aller nous. Des fois, quand on a trop de trajets, c'est pas forcément idéal. Puis des fois, effectivement, il faut des remplacements de dernière minute, des choses où au début, les centaines de fois qu'on vient pour les travaux, ça peut aussi aider d'être pas très loin. Tu es toute seule dans ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, donc là on est le parcours avant, maintenant tu as ton idée. C'était quoi les étapes d'un point de vue mairie, recherche de local, ça a été compliqué J'ai commencé d'abord par une étude de besoins simplifiée, comme au début de la formation. J'ai pris ma ville et j'ai pris toutes les petites villes autour. Et en même temps, du coup, je prenais les rendez-vous avec les mairies. Les mairies, ils étaient d'accord, bien sûr, quand il faut mettre d'argent, voilà. Il y avait du coup juste celle de ma ville où j'habitais qui ne trouvait pas ça judicieux, alors qu'il y avait un réel besoin. En plus, c'était dans ton cas. Voilà, j'avais un bébé à garder. En fait, au final, il n'y avait pas de garde, il n'y avait plus de place. Donc, c'était au fait qu'il y avait du besoin. Voilà. Et ensuite, j'ai pris rendez-vous du coup avec la mairie d'Escaudain. Et là, en fait, on a eu vraiment un partage. Ils voulaient réellement avoir une structure. Il y avait
plusieurs personnes du coup qui étaient déjà venues au sein de la mairie, ils avaient échangé, mais à chaque fois ça a capoté parce qu'il n'y avait pas forcément les besoins financiers ou les choses comme ça. Donc du coup voilà, on a échangé et puis ce monsieur m'a donné le numéro d'un monsieur dans l'Escodin qui avait pas mal de biens, justement qui souhaitait avoir un bien du coup en location pour une microcrèche. Et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré ce monsieur, et au début à la base il avait déjà trouvé une personne. Et en fait la personne financièrement elle a pas pu, c'était en franchise il me semble, et du coup elle a pas pu financièrement y aller, et donc du coup après il m'a appelé direct parce que j'étais la deuxième personne qui l'avait appelé, et il m'a rappelé, et puis après ça s'est fait donc comme ça. C'est pas intéressant parce que effectivement on me demande à chaque fois est-ce que ça vaut le coup d'aller à chaque fois voir toutes les mairies. Au final, même si on sait qu'il y a un besoin et que la mairie est pour, alors en l'occurrence toi ça t'a permis grâce à ce réseau que tu t'es créé d'aller trouver un local qui potentiellement n'était pas sur le marché, parce que j'imagine en plus il y avait quelqu'un dessus, potentiellement c'était pas visible qu'il y avait le bien en location, et là dans ton cas tu as pu avoir le contact et du coup avoir le local, donc ça reste super intéressant, je pense d'aller voir à chaque fois les différentes mairies pour avoir des contacts. Du coup la mairie super pour le projet, à quel moment du coup tu as contacté la PMI dans ce process Du coup j'ai contacté la PMI assez rapidement, parce qu'en fait en face de la structure il y a une pompe à essence. Au début donc l'autre personne qui avait fait la demande, en fait la PMI elle avait dit non, mais la PMI ne s'était pas déplacée. Moi j'ai rappelé la PMI, en fait j'ai vraiment insisté, et en fait elle dit bon bah on va venir voir. J'ai dit oui parce qu'en fait au final la pompe à essence elle n'est pas vraiment là, puisque nous on est vraiment dans le fond, la pièce de vue elle est vraiment dans le fond. Donc la PMI est venue voir, et en fait quand elle est venue sur le site, bon il n'y avait pas tout ça installé, il n'y avait rien. Elle a dit mais c'est super quoi en termes d'espace, et c'est vrai qu'il y avait vraiment un besoin aussi sur la ville, donc la PMI le savait aussi, et donc elle a dit ah bah oui je vous donne l'accord, enfin je vous donne l'accord parce qu'ils ne donnent pas vraiment d'accord. Non, mais un pré-accord oral d'implantation quoi. Elle a dit effectivement il y a la pompe à essence, et puis après j'ai dit oui mais la pompe à essence ça va disparaître, j'ai un peu enrobé le truc parce qu'effectivement c'est une petite pompe à essence et il y a presque personne qui y va au vu du prix. Du coup j'ai mis un protocole aussi en place, par contre la PMI a demandé un protocole pour au cas où si il y avait quelque chose avec la pompe à essence, de pouvoir avoir un lieu, donc pas au début, donc là c'est la salle de pause qui sert de lieu de... C'est comme les micro-crèches qui sont proches de centrales, même de centrales nucléaires, des fois ils ont des protocoles dédiés à l'environnement. Mais ça c'est, tu vois, tu lèves un sujet qui est intéressant, des fois des personnes qui demandent est-ce que je dois demander à la PMI certaines choses. Alors bien sûr souvent il faut le demander, mais il y a une manière de le demander, parce que si la personne d'avant là je lui dis bonjour j'ai une pompe à essence juste en face, est-ce que je peux ouvrir une crèche, bah de base ils disent non, et ils se déplacent même pas, parce que ça paraît tellement logique, en fait on a presque la réponse dans la question, alors qu'au final si on pose la question différemment, tiens j'ai un doute sur un sujet, sur l'environnement, est-ce que vous pouvez venir, parce que potentiellement nous on est en retrait, enfin expliquer un peu les choses différemment, ils se déplacent et au final ça permet de le faire, alors qu'une autre personne se serait peut-être juste arrêtée avant quoi. Des fois ça se joue sur des détails en fait, c'est intéressant de pas lâcher, de relancer et montrer que c'est pas forcément la situation qu'ils avaient en tête, de demander différemment, ça peut aider quoi. Donc ça avec la PMI, ensuite est-ce qu'elle t'a aidé dans ton parcours, elle est revenue Alors effectivement, donc elle est venue une première fois visiter le local. Donc c'était brut quoi. Quand c'était brut, et du coup elle est revenue une deuxième fois quand du coup les murs étaient montés. Elle m'a dit par contre quand les murs sont montés je viendrai revoir, comme ça au moins s'il y a quoi que ce soit je peux vous dire de suite. Heureusement qu'elle est revenue, parce qu'elle m'a dit qu'au final après il fallait monter les murs au niveau de la salle de bain et de la cuisine, parce qu'au début c'était pas prévu de fermer, tu voulais faire en demi-cloison quoi. Ouais voilà, c'était pas prévu. Là ici elle accepte pas, du coup la salle de change et la cuisine est obligatoirement fermée. Et après elle m'a dit si vous voulez je peux revenir un petit peu avant l'agrément, et puis j'ai dit oui parce qu'au moins ça m'a conforté. Après la visite d'agrément et c'est vrai que lorsqu'elle a fait la visite d'agrément elle m'a dit de toute façon je savais que vous l'auriez eu parce qu'on l'a fait 15 jours avant, et pour moi en fait elle avait déjà préparé les papiers quoi. Ouais, ça c'est la meilleure situation, c'est bien, ça permet au cas où d'avoir un suivi avant, et comme ça effectivement c'est une formalité derrière. Par exemple on parle des tubus là, en fait moi on m'a dit ça servait à rien d'en mettre en bas. Maintenant c'est devenu obligatoire avec le référentiel. Après c'est ce que je lui avais dit, j'ai par contre vous êtes sûr parce que je pense qu'il faut en mettre deux. Elle dit non vous en mettez qu'un. Du coup j'en ai mis qu'un, mais au final après ça dépend les PMI. Effectivement maintenant il faut faire attention, c'est juste que des fois c'est déjà arrivé qu'il y a des docteurs de PMI qui changent en dernière minute, et quand on est en dehors des clous du référentiel bâtimentaire qui maintenant est document de suivi tout ça peut être compliqué quoi, mais bon effectivement c'est après c'est vrai que en fait les chambres des grands il y a toujours une professionnelle, c'est-à-dire même à l'endormissement la professionnelle elle reste dans la chambre, et vers 3h elle sort, mais la porte reste ouverte, ce qui permet aux enfants en fait de venir sans réveiller les autres. Ouais voilà, donc ça évite, parce qu'effectivement
effectivement, quand on doit rentrer tous les 10 minutes dans la chambre, bah, ça fait du bruit, une porte qui s'ouvre. Donc, et puis c'est venu, là, effectivement, ils se sont endormis comme ça, donc potentiellement, tant qu'il n'y a pas trop de bruit en salle de vie, ça va. Ok, donc elle est venue plusieurs fois, c'est bien passé. Est-ce que tu avais contacté la CAF? J'ai contacté la CAF une première fois parce que normalement, j'avais le droit à l'aide, à la subvention. Et en fait, pour 1 euro, j'y ai pas eu le droit parce que c'était 900 euros le revenu et en fait, on était à 902 euros. Ah ouais. Donc du coup, j'ai pas eu le droit à la subvention. La CAF, par contre, elle m'a demandé de pouvoir faire une étude pour prouver au maire qu'il faudrait la passer en PSU. J'ai dit bah non. C'est pas mon rôle en fait de faire ça. Surtout qu'au final, si tu n'as pas de subvention et que tu restes en structure privée, il n'y a aucun intérêt. Donc tu aurais pu avoir la subvention, 2 euros, tu l'as payé. Là, si peu, c'est quand même dommage. Alors après, il faut voir les conditions derrière d'obtention de subvention. Est-ce qu'il y a des modifications tarifaires, des choses comme ça? Souvent c'est le cas et des fois ça peut être compliqué de les suivre et d'être rentable. Mais si peu, c'est quand même dommage. Du coup, habile transition, si on parle un peu des chiffres, alors du coup, combien t'a coûté ton local en termes de travaux? Quel loyer ça t'a coûté? Comment ça a financé? Est-ce qu'on peut parler un peu de tout ça? Alors au niveau du loyer, je suis à 1 500 euros de loyer. D'accord. Pour 170 mètres carrés à peu près, t'as vu? Ouais, 170. Okay. Donc du coup, je suis partie sur un prêt, donc j'ai fait un prêt de 80 000 euros. D'accord. J'ai eu 14 000 euros de France Actif. Et du coup, moi j'ai mis, par contre, j'ai dû mettre 10 000 euros de capital. D'accord. C'était une obligation. Tu as mis 10 000 euros d'apport, 14 000 euros de prêt d'honneur. France Active du coup qui aurait garanti le prêt, le reste. Ouais. Et avec ça, tu as eu combien de travaux? Alors, et combien de pour le reste? Alors j'ai eu, on va dire, 70 000 euros de travaux. Le reste du coup ça a été pour des jeux, pour de l'aménagement. Fonds de roulement, j'ai eu 23 000 euros de fonds de roulement. En fait au final, j'ai réussi à pas l'utiliser jusqu'à l'ouverture. D'accord, en fait tu payais tes charges à l'ouverture. Ouais, voilà. Et justement par rapport à ça, à l'ouverture et en prévision, donc tu as ouvert en septembre 2022, on est en décembre. À l'ouverture, ton chiffre d'affaires il évoluait comment et pour arriver à combien on estimait en janvier? En janvier, donc normalement je serai à 19 000 et quelques euros de chiffre d'affaires. Un bon remplissage, bon chiffre d'affaires. Donc on voit la moyenne elle est aux alentours des 17 500, 19 000 c'est qu'on arrive à bien optimiser. Optimiser aussi peu de mois après déjà c'est top. Et en plus toi ce qui est intéressant c'est que du coup tu accueilles beaucoup aussi de petits contrats qui permet aussi d'être dans un suivi, on en parlera après du projet PEDA, mais d'avoir un suivi par rapport à ça parce que tu avais la volonté aussi d'accueillir des familles qui sont plus défavorisées. Et dans ce cas-là justement les petits contrats, les demi-journées ça permet parce qu'ils ont quasiment aucun reste à charge. Et, non seulement tu optimises ton chiffre et en plus tu suis cet axe de ton projet PEDA, donc ça cumule les deux, c'est super intéressant. Par rapport à ton loyer, tu as dû le payer tout de suite ou non, je l'ai payé qu'à partir de septembre. Donc j'ai eu le local du coup en avril, on a fait les travaux et puis j'ai payé à partir de septembre. Donc 3 mois de travaux, tu as fait pas mal de choses toi-même avec ton conjoint. Et du coup effectivement tu as réussi à négocier ce décalage du démarrage du loyer. C'est une question qu'on nous pose souvent, qu'est-ce qu'on peut négocier avec un propriétaire terrien? Ça en fait partie. On a l'avantage d'être en micro-crèche, d'avoir une activité qui est assez pérenne et qui va rester, parce qu'une fois qu'on a l'agrément sur le local, clairement on ne bouge plus, on ne change pas. Et si on évolue, on en ouvre d'autres, mais on ne peut pas pousser les murs à accueillir plus d'enfants, de toute façon c'est pas la volonté. Il vaut mieux payer des travaux, on fait prendre de la valeur à un bien, mais en même temps on est couvert pendant les 9 ans du bail commercial, mais pas avoir de loyer à avancer, parce que c'est quand même une charge qui peut être importante. Est-ce que tu peux nous dire tes axes pédagogiques que tu mets en place, ou que tu vas mettre en place? Du coup, nous on est un peu plus sur une pédagogie un peu plus Montessori. Tous les enfants, on va leur proposer du coup des activités ou des jeux, mais du coup s'ils n'ont pas envie d'y aller, ils vont pas. Voilà, on n'est pas sur une proposition, c'est-à-dire on va leur dire voilà, ce matin on va faire ça aussi. Vous voulez sur quelle activité en fait? Ils ont le choix d'aller sur l'activité ou non. Sur l'espace des bébés, du coup effectivement c'est un maximum du coup sur le sol. On favorise un maximum la motricité libre du coup de l'enfant. Voilà, en termes de pédagogie, bien sûr en termes de bienveillance. Tu me parlais du babysitting que tu vas mettre en place? Moi je suis déjà formée avec une de mes collègues au babysitting parce que du coup je travaillais un petit peu avec en fait au final. J'ai recruté entre guillemets une personne pour avec ça. qui j'ai travaillé. Donc je sais qu'elle connaissait un petit peu. Donc nous on commence déjà à signer en fait, mais du coup les autres professionnels ne sont pas formés. Tu vas les former du coup pour... À partir de janvier, effectivement, en plus les bébés arrivent aussi en janvier, c'est intéressant quoi. Puis en plus ça permet de montrer effectivement aux professionnels non formés qu'il y a un vrai intérêt. Moi je l'ai vu dans nos structures, je l'ai vu dans mon fils qui était dans ma structure, et clairement à partir de 9 mois quand on dit qu'il veut de l'eau, qu'il est fatigué, et ça évite des pleurs, ça évite des frustrations, et c'est quand même super intéressant. Je souhaite au maximum qu'ils
qu'ils aillent dehors. Oui, tout à fait. Au maximum vers la nature, mais en tout cas sur les extérieurs. Tu essaies à chaque fois de faire une sortie matin, après-midi, en mesure du possible, du temps que la météo. Oui, parce qu'on est dans le nord, donc parfois il fait froid. Mais c'est pas grave, les parents en fait se sont prévenus, donc c'est pour ça que généralement j'ai des parents de matin qui disent je vous ai mis l'écharpe, tout ça, parce qu'ils savent, même en termes d'énergie, parce que c'est vrai que parfois quand les enfants restent dans une pièce toute la journée, ça s'énerve. Les professionnels, je leur dis parfois, je sais, c'est un quart d'heure pour les habiller, 5 minutes pour sortir, mais au moins ça les a fait sortir. Mais si c'est un quart d'heure dehors ou 10 minutes dehors, ça change tout. Et les professionnels sont en accord avec ça, c'est ce qu'ils me disaient. C'est vrai que c'est vraiment calme en fait. Non, et puis au final, s'ils sont bien couverts, pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Je sais pas exactement la phrase, mais c'est pas l'idée, c'est qu'ils sont bien couverts. Ton effectif, du coup, de professionnels et effectif d'enfants maximum, du coup, on est sur du coup 3 professionnels dont moi, parce que je suis éducatrice du coup de jeunes enfants, plus du coup une apprentie. 3 salariés, une apprentie et toi sur le terrain. Voilà. D'accord. 3,35 heures du coup. Ces 3,35 heures, c'est quoi comme profil de CAP? Donc j'ai une auxiliaire de puère qui a 11 ans d'expérience. Et après j'ai 2 CAP petite enfance avec 3 ans d'expérience. D'accord. Donc une équipe expérimentée. Oui. J'accueille jusque 12 enfants, voire 13. D'accord. Donc tu es en sur-effectif à 13. Oui. Du coup, comment tu fais connaître? Du coup en fait c'est surtout via Facebook. Donc tu crées ta page Facebook. Voilà, j'ai créé ma page Facebook. Après j'ai eu pas mal de partages parce qu'effectivement étant du milieu de la petite enfance, je connais quand même beaucoup de monde. Ça a été beaucoup partagé et c'est comme ça qu'en fait je me suis fait connaître. J'ai fait aussi des pubs sur Facebook et j'ai fait un article sur la Voix du Nord. Donc tu as boosté ta publication sur Facebook dans le coin, qui marche très bien. Donc Voix du Nord, donc, le journal local auquel tu as fait l'article. Et tu as commencé combien de temps avant? J'ai commencé en janvier. C'est un bon remplissage par rapport au temps, parce que l'idéal maintenant souvent c'est 1 an avant. Parce que mine de rien, le temps de conception du bébé et ensuite que les parents s'inscrivent, on est sur 1 an. Parce qu'en gros, concrètement, les enfants arrivent au bout de 3 mois minimum. Là, mine de rien, c'est quand même sur un bon remplissage. Même si on voit, du coup, tu es rempli vraiment en janvier prochain, donc au final, ça fait 1 an après. T'as créé un site internet? Non. Enfin, à part Nico, parce que du coup. Du coup, tu travailles avec Nico, l'application? On travaille avec Nico, ça fonctionne du coup plutôt bien. Sinon, non, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Prochaine étape. Du coup, en fait, c'est ce que tu disais, par contre, tu utilises beaucoup ta page Facebook pour montrer ce que tu fais. Par contre, toutes les semaines ou quand j'ai le temps, un peu plus. Mais du coup, on leur montre, là par exemple, c'est le 1er décembre. Donc du coup, on a fait un atelier Kamishibai avec les grands. Donc là, ça a été mis sur le groupe Facebook. Ou quand on fait des ateliers snow de laine, quand on fait des choses avec les plus petits, hop, on va mettre ce qu'on a fait. Ça, les parents sont contents de le voir et ça donne envie aussi aux parents. Et tu disais notamment, il y a certains parents qui voyaient ce que tu faisais. Ils me disent, tiens, ça donne envie de revenir, même si c'était cher, je vais quand même revenir parce que je vois tout ce que vous faites, effectivement, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, que des fois les grandes crèches ou des asthmates. Puis c'est surtout que les parents, ce qu'ils me disent, c'est que c'est bien, c'est d'avoir des nouvelles régulièrement en fait. C'est vrai qu'avec les applications. Là, avec Nico, du coup, ils ont une partie transmission. Et c'est vrai que moi, les filles, je leur demande quand même que les enfants, ils ont au moins une photo dans leur journée. C'est toujours sympa pour les parents. L'origine du nom, la cabane d'Azalée, pourquoi? Donc la cabane d'Azalée, du coup, je voulais que ça reste sur le thème de la nature. De toute façon, les couleurs sont plus du vert. C'est sympa, ça reste des couleurs pastel qui sont sympas. Et donc, du coup, les enfants adorent les cabanes. Donc, du coup, je suis partie sur la cabane. Et quand j'étais petite, j'adorais faire des cabanes aussi. Donc, du coup, voilà, je suis partie sur la cabane et Azalée parce que, du coup, effectivement, je voulais appeler ma fille au début Azalée et au final on a changé et je l'ai quand même gardé en tête. D'accord. Comment tu fonctionnes pour la cuisine, l'outil alimentation? Donc du coup on a un prestataire qui s'appelle Goût Ensemble. Voilà, donc il livre le matin vers 8h30. Tu nous parles un peu de tes fournisseurs, alors tu as fait beaucoup de choses maison, mais après tu t'es passé par quoi? En termes d'entreprise, donc du coup j'ai fait juste la clim, la clim chauffage et la plomberie, donc ça c'était une seule entreprise. Donc l'électricité aussi, ça a été une entreprise. Et après tout le reste, c'est nous qui avons fait. C'est fait maison. Donc tu as 2 tiers de tes travaux, enfin tout ce qui est plutôt électrique, ça a été fait par des entreprises spécialisées, le reste a fait toi. Et pour le mobilier donc j'ai pris chez Majuscule. Et sur Amazon. D'accord. Et puis chez Fabritex pour et chez Fabritex pour les modules de motricité. Donc du coup, Fabritex et après tout ce qui est couche, c'est moi qui vais chercher à Intermarché. Donc couche Intermarché, Voilà. Tout ce qui est du coup les produits d'hygiène bébé. Du coup, c'est à la pharmacie du coin. Enfin, je passe pas par des gros fournisseurs. Du coup, il n'y a pas forcément besoin. Les produits de qualité, pas forcément beaucoup plus cher. Et du coup, tu me parlais, c'est que les meubles du coup qui sont là, on l'a vu dans les barrières sur la visite, mais aussi les meubles d'imitation et d'adaptation des maisons. Voilà. Il y a juste les cuisines que c'est une récupération. On a changé de couleur, du coup. Voilà, on a enlevé parce que du coup il y avait des trucs usagés, donc on a changé un petit peu les choses. Mais sinon, effectivement, les meubles poupées par exemple, ça fait à la main. Et là, il y a une table aussi qui va aller avec l'ensemble qui va arriver bientôt. T'as une idée de ton budget d'aménagement?
Avec toute la récup que tu as fait, tu as dû économiser. Après, voilà, après j'avais quand même pas mal de jeux, étant du métier aussi, j'ai récupéré. Ouais, je pense que je suis quand même à une bonne base de 15 000 euros. D'accord. Parce que, beaucoup de jeux. Après, pour moi, c'était important, donc j'ai tout en double. Et ce qui permet aussi, en termes de nettoyage, on la nettoie, ils peuvent avoir le même jeu l'après-midi. J'ai mis un petit peu plus d'argent dans les jeux que dans du coup, c'est ce que t'a permis, parce qu'au final, toute la récupération, toutes les barrières, etc., c'est des choses qui coûtent assez cher quand on passe par un fournisseur professionnel de petite enfance. Après, pareil, les tables aussi, je suis passée par un fournisseur, enfin, c'est un menuisier du coup qui les a fait, les tables des enfants. Question suivante, alors tu as déjà répondu un petit peu au début, mais pourquoi tu as rejoint Poppy School et à quoi ça t'a servi? Du coup, moi j'ai rejoint Poppy School parce que du coup, je savais pas du tout comment commencer déjà. Après, effectivement, tout le rôle de management, tout le à côté, entre guillemets, après la création, c'est vrai que je l'avais déjà un peu vécu. Oui, ton expérience, bien sûr. C'est vraiment le début, je savais vraiment pas du tout comment fonctionner. Et en fait, je suis tombée du coup en faisant des recherches du coup sur votre formation. J'ai d'abord regardé un peu les vidéos sur YouTube. J'ai trouvé ça intéressant et puis c'est comme ça que du coup je suis venue. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en termes d'études de besoins. Même quand on avait des questions, on pouvait vous appeler. Quand on avait des visites, on savait pas trop, enfin surtout sur le début parce que... La pompe à essence. Ouais, voilà. C'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un accompagnement, puis en individuel aussi. Donc. Et le fait d'avoir aussi, de pouvoir poser des questions au groupe aussi, d'avoir des réponses. Donc ça c'est vraiment bien, d'avoir une communauté en fait. D'échanger peut-être avec des personnes qui sont sur le même projet que toi, ça a un impact forcément, c'est hyper intéressant. Le réseau ça fait beaucoup, mais effectivement échanger avec des personnes qui ont la même problématique que toi ou qui ont déjà vécu la problématique. Je pense que c'est ça aussi un des points forts, c'est ultra important au démarrage d'un projet de cette ampleur, c'est important. Bon, en tout cas, c'est top. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a un an, tu dirais quoi? D'avoir confiance en soi et d'y aller en fait. C'est vrai qu'au début ça peut faire peur, mais au final, à la fin, on est content de l'accomplissement, quoi. Carrément, c'est le passage à l'action. Je vais dire, on a l'idée, mais en fait, il faut passer à l'action, faut pas forcément être toujours dans la théorie, mais au final, c'est en passant à la pratique qu'on se rend compte que on se met dans le projet. Et puis il faut persévérer, quoi. C'est surtout ça, il ne faut pas rester j'attends un courrier ou non, il faut appeler. Moi derrière, au niveau de mes entreprises, moi tous les jours quand ils venaient pas, hop, je les appelais, le lendemain ils étaient là. Et ça c'est vrai que ça a été un trait de ta personnalité qu'on a vu durant même la visite, c'est qu'effectivement quand tu avais un souci, alors soit tu savais que c'était pas forcément, exemple la PMI demande un WCPMR, tu sais que c'était pas forcément obligatoire, c'est tout, tu t'es renseigné, tu es sûr de toi, et du coup ça rejoint sur la confiance en soi. N'hésite pas à aller avant les autres, effectivement d'appeler, et au final ça paye parce que peut-être potentiellement une personne qui aurait eu le même local que toi, même situation, n'aurait pas été plus loin parce qu'il y a un blocage typique de la pompe à essence par exemple. Là ça montre que cette persévérance elle permet de rien lâcher et d'aller au bout du projet. En tout cas, félicitations pour ça. Parce que c'est un investissement et puis maintenant la structure elle est complète, un beau chiffre d'affaires, ça se passe bien, l'équipe en plus tu me dis que ça se passait bien, donc super intéressant. Et du coup, la suite c'est quoi? Est-ce que tu as un objectif en particulier? Là de vraiment se poser et puis c'est vrai que de vraiment pouvoir faire des ateliers avec les enfants mais vraiment en petits groupes. D'accord, ok. Donc renforcer ça. En fait, renforcer vraiment l'individualité parce que c'est ça qui pêche parfois en crèche. Moi je l'ai vu dans mon parcours et c'est vrai que le fait d'avoir vraiment, on est quand même nombreux au sein de cette structure-là, ça va vraiment permettre de pouvoir mettre en place des choses intéressantes. Tu disais, tu es toujours 3 du coup. On est toujours 3 à partir de 9h, à partir de 11h on est 4 et après on est 3 l'après-midi donc... Un sacré confort pour les équipes et un bon suivi pour les enfants. Après c'est effectivement l'organisation en interne pour que tu puisses avoir un maximum de temps comme ça. Mais vraiment se poser, prendre son temps, puis après effectivement par la suite pourquoi pas ouvrir une deuxième, mais c'est vraiment. Mais s'il y a une opportunité, pour l'instant c'est pas chercher. C'est-à-dire que si ça vient à moi, je vais pas dire non. Super. On se pose d'abord, on prend le temps déjà pour une première et après quand la première est bien lancée, bien accompagnée, là à ce moment-là, pourquoi pas. C'est top. Bon je pense qu'on a fait le tour. Dans tous les cas, si vous avez des questions à poser, Angélique, vous pouvez mettre en commentaire sous la vidéo, comme ça à l'occasion tu les enverras pour y répondre. Merci en tout cas de ton accueil et puis en tout cas un bon accomplissement. Et puis du coup, je te souhaite la réussite encore pour la suite. En tout cas, c'est bien parti et on aura le plaisir de voir l'évolution ensuite. Merci en tout cas pour vous d'avoir visionné la vidéo. Si vous souhaitez aussi avoir plus d'infos, vous avez en description différents liens pour avoir une formation offerte et puis pour également vous aussi créer votre propre micro-crèche. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.